direct, toi. Ça a l'air sérieux, tu bosses? Comment? Ça va, Salut, bien? ça va et toi? Ouais, ça va. Donc on est en direct à nouveau du Production Forum. Comme d'habitude, on laisse arriver les viewers. On va interviewer Michel Barthélémy pour l'association des chefs décorateurs. Voilà, on voit derrière le beau décor qu'ils ont fabriqué spécifiquement pour le Production Forum. Voilà, donc Michel va s'équiper et on va y aller dans quelques secondes. Bonjour Michel, merci de nous accueillir sur votre magnifique stand. Est-ce que tu pourrais déjà dans un premier temps te présenter ton parcours, voilà, pour que les gens te connaissent? Bien, donc je suis Michel Barthélémy, je suis décorateur depuis déjà un certain temps et voilà, j'ai travaillé beaucoup dans la publicité et dans le long métrage et dans le clip et donc différents formats et j'ai maintenant une vie assez active au sein de l'association ADC et donc je peux vous parler de ça. Donc là, ce que vous avez derrière moi, c'est un stand sur l'éco-conception qu'on a réalisé bénévolement et collectivement avec tous les métiers du décor. Donc tous les métiers du décor, ça va évidemment de la construction, de la peinture, du dessin, voilà, du graphisme, de l'assistanat, toutes ces différentes branches qui sont en partie des métiers des arts décoratifs, donc c'est-à-dire des métiers d'excellence. Il y a la ferronnerie d'art, il y a la sculpture, il y a la peinture décorative, enfin donc il y a beaucoup de domaines dans lesquels en France on a des gens qui sont formés à un très bon niveau. Et donc avec un cinéma très vivant, évidemment, on peut entretenir ces professions. Et quand on travaille en studio, c'est encore mieux parce qu'on a l'outil idéal pour développer nos compétences. Voilà, donc ensuite, il y avait cette thématique sur ce stand-là, sur l'éco-responsabilité. On va y revenir après, ça fera l'objet d'une question. Donc globalement, on va dire que la décoration, c'est un peu... Le décorateur, c'est l'architecte au cinéma. C'est un proche collaborateur du réalisateur. On travaille en commun avec le chef opérateur, avec les costumes, avec le maquillage et avec les cascadeurs, avec les SFX, avec les VFX. Donc on a un ensemble d'interlocuteurs qui font qu'il y a beaucoup de communication dans notre métier. Il y a évidemment la connaissance, histoire de l'art, les plans, l'architecture. Et il y a également la réalité économique, c'est-à-dire savoir s'occuper d'un budget, savoir trouver des solutions. On est souvent apporteur de solutions, puisque quand on analyse un scénario, quand on rentre les différentes strates d'une dramaturgie, eh bien, il faut analyser comment on va faire les choses, où on va les faire. Et donc, il s'agit de savoir si on va travailler en studio, si on va travailler en décor naturel. Et il faut être aussi apporteur d'une matière pour l'image. Au cinéma, finalement, on va dire qu'on a les comédiens et autour, on a l'environnement qui est l'espace filmique. Et l'espace filmique, c'est ça le décor, en fait. Ce n'est pas forcément un décor construit comme un décor de théâtre. En fait, le décor de cinéma, c'est tout l'environnement. C'est-à-dire que ça va toucher aussi bien le paysage que l'urbanisme, que les décors intérieurs. Et c'est lié donc, évidemment, aux effets spéciaux directs, aux cascades et aux extensions de décors numériques qui sont les VFX. Voilà, c'est tous ces domaines-là qui font donc un éventail assez large de professions, qui demandent de nombreuses compétences et qu'on peut étudier en France. Il y a un certain nombre de filières qui permettent d'accéder à ça. C'est aussi des filières qui, comme toujours dans le cinéma, sont aussi accessibles d'une manière beaucoup plus self-made man, c'est-à-dire voilà, on apprend le métier en le faisant. C'est différentes options, quoi. Voilà. Et justement, alors, toi, dans ton quotidien de chef décorateur, on voit que les tâches sont nombreuses et les connaissances à avoir sont nombreuses. Comment on devient chef décorateur? Quel est le parcours classique pour devenir chef décorateur? Alors, il n'y a pas de parcours type pour devenir chef décorateur. On va dire qu'on devient chef décorateur dès lors qu'un réalisateur dit « Tiens, tu vas faire les décors de mon film » et que le producteur dit « D'accord ». Donc finalement, il n'y a pas de parcours type, chacun a son parcours, chacun son chemin. Ce qui est important, c'est d'avoir un certain nombre de bagages, donc de connaissances, dans le domaine des arts, évidemment de l'artistique, dans le domaine de la technique, c'est-à-dire de l'optique, de la lumière. Alors, il faut savoir qu'un décor existe à partir du moment où il est éclairé, même s'il est dans la pénombre. Donc il faut savoir comment ça fonctionne, comment la caméra va bouger dans le décor, donc il faut avoir aussi des connaissances de machinerie. Et puis
par rapport au VFX, il faut aussi avoir un peu une connaissance de savoir comment s'envisagent les extensions de décors, la modélisation 3D, le virtuel, le temps réel. Tout ça, c'est des connaissances à avoir pour pouvoir être un vrai interlocuteur avec les compagnies de post-production. On voit que c'est quand même assez vaste comme champ de compétences à avoir et ça demande, je pense, un certain nombre d'années avant de pouvoir maîtriser tous ces domaines. Voilà, alors en plus on est aussi responsable, on va dire, sur la technique et la sécurité, c'est-à-dire qu'il y a un côté DRH, on a des grosses équipes. Du management de management, voilà. Il faut être responsable sur un devis, donc ça c'est toujours très compliqué et on est donc un département très anxiogène de ce point de vue-là pour les productions parce que quand quand on prépare en amont un projet, on essaye de quantifier, on essaye d'imaginer une approche budgétaire assez fine. Et donc en règle générale, cette approche budgétaire est trop élevée parce qu'en fait, les films n'ont pas forcément un budget qui correspond à leur contenu. Les films ont un budget par rapport à l'espérance qu'ils portent en eux en termes de tel réalisateur, tel acteur va permettre de faire un film à tel niveau, au niveau financier. Et donc je dirais que quel que soit le contenu réel du scénario, à un moment donné, il faut faire avec, c'est-à-dire faire avec un budget et se débrouiller, trouver des solutions. Alors c'est être malin, être agile, comme disent les producteurs, mais ça veut dire aussi qu'il faut avoir un discours, des échanges très serrés avec le réalisateur, des fois avec le scénariste, en tout cas avec le directeur de production, pour essayer de trouver le meilleur terrain d'entente pour la solution économique. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'association, nous présenter un petit peu l'association et nous dire pourquoi, pour toi, il est important de faire partie d'une association professionnelle comme la tienne? Alors nous, on a monté une association de décorateurs en 2005, mais il y a certaines associations de professionnels qui sont bien plus anciennes et il y en a d'autres qui sont plus récentes. Alors pour la décoration, il y a plusieurs associations. Il y a donc l'ADC qui est l'association des décorateurs, décoratrices et décorateurs de cinéma. À côté, regroupant la plupart des autres métiers, il y a le MAD, MAD, c'est-à-dire métier associé au décor. Et enfin, on trouve également les accessoiristes de plateau qui ont leur propre mouvement associatif. Alors l'intérêt de l'association, c'est quoi? Eh bien, c'est un terrain, c'est une plateforme où on apprend à se connaître, à partager des thématiques de notre métier. Donc finalement, c'est une manière de s'intéresser à son métier, de partager des bons moments. On a par exemple monté un ciné-club au niveau de... Donc on partage notre passion du cinéma. Hein. On a monté le ciné-club de l'ADC au Grand Action, une fois par mois. C'est aussi une manière de revoir des films qu'on n'a pas vus depuis longtemps, de voir le film expliqué par la collaboration décorateur-réalisateur ou décorateur-chef-opérateur expliqué avec l'expérience d'un film. On a un certain nombre de groupes de travail au sein de l'association, ce qui fait que normalement chacun peut y trouver son compte. On travaille sur nos conditions de travail, les contrats de travail, on travaille sur les relations avec l'Académie des Césars. On travaille vous avez des sujets particuliers, des projets pour 2020 de groupes de travail, des sujets sur lesquels travailler? Alors, on a un certain nombre de groupes de travail en cours. Cette année, on voulait mettre l'accent sur l'éco-responsabilité. Donc, en fait, depuis une dizaine d'années, on a un de nos membres qui est un référent EcoProd, c'est-à-dire qu'on a une relation avec ce collectif EcoProd, qui est hébergé par la CST, qui réfléchit donc depuis assez longtemps et qui a aidé à mettre au point les fiches pratiques de recommandations pour le décor. Mais évidemment, c'est un sujet qui demande à être développé. Donc, c'est un sujet qui est dans l'air du temps, mais qui est beaucoup au niveau de l'incantation. Donc, nous, on veut aussi le développer à travers d'actions quotidiennes et concrètes. Et on a aussi, un certain nombre on a aussi monté une fédération européenne des métiers du décor et du costume, qui s'appelle Arsenico. Ça, c'est un projet qu'on a mis 3 ans à développer, mais maintenant qui est en place. Donc cette fédération nous permet de réfléchir un peu sur les mêmes thématiques qu'on a au niveau de l'Hexagone, mais au niveau de l'Europe. Ça permet d'aller voir aussi les choses qui peuvent mieux fonctionner chez nos voisins et de faire des retours d'expérience et aussi de partager cette thématique du développement durable dans notre branche, dans notre industrie. Et justement, pour revenir sur cette thématique de la production responsable, est-ce que vous êtes pas mal impliqué sur la production responsable déjà depuis des années, vous êtes des précurseurs même. Est-ce que tu as la sensation que les choses vraiment évoluent et qu'il y a une accélération, une prise de conscience je pense notamment aux producteurs, parce que sans l'appui des producteurs, on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce que tu as vraiment la sensation que les techniciens, les producteurs, les productions évoluent dans le sens positif des choses ?
Alors Pas de langue de bois. je vais être clair, hein. Je pense qu'à chacun de nous sommeille un écologiste. Mais c'est clair qu'on n'est pas du tout sur le terrain de l'éco-responsabilité pour l'instant dans notre branche au niveau de la construction de décors. En revanche, le sujet est particulièrement prégnant et donc on peut dire que ce qui est en cours, c'est réellement non pas le développement durable, mais une crise écologique durable. Donc là, je crois que maintenant, on n'a plus le choix. Je pense qu'on réalise, petit ou grand, et quelle que soit la génération, qu'il faut vraiment faire quelque chose, que maintenant, ça va être dans le concret, qu'il va falloir changer un état d'esprit, changer nos habitudes pour arriver à être beaucoup plus vert, vertueux et responsable. Donc là, on a développé un groupe de réflexion qui s'appelle EcoDéco, qui est donc un groupe commun à MAD et ADC. Et il y a également des gens qui sont venus s'agréger, qui ne font pas partie de nos associations, mais qui sont particulièrement motivés par cette thématique. Et donc depuis quelques mois, voilà, c'est des réunions, c'est des workshops pour essayer de définir, déjà d'appréhender la complexité du problème et le nombre de questions, enfin, les bonnes questions à se poser. Parce qu'en fait, c'est pas si facile. Non, on veut tous être verts, on veut tous être éco-responsables, mais en réalité, on est dans un train qui fonce dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on est encore sur un système industriel qui fonctionne à l'énergie fossile. On investit 2 fois plus dans l'énergie fossile que dans les énergies renouvelables. Et globalement, on fonctionne, on est né, nous enfants, on est né dans le plastique. Et on est né dans un ensemble qui fonctionne au pétrole, on va dire, globalement, ou au charbon, enfin bon, donc des ressources épuisables et qui sont toxiques pour l'humain. Donc là, on a un champ très vaste à défricher. C'est à la fois pour notre santé, évidemment, on parle de conditions de travail, d'environnement de travail, de matériaux qu'on manipule. Donc il faut à la fois qu'on se renseigne et qu'on essaye de ressourcer comme si on faisait notre propre matériothèque, les matériaux qui peuvent être à éliminer et les matériaux qu'il faut favoriser. Donc ça veut dire que sur des matériaux classiques, il faut peut-être chercher à éliminer les composants toxiques ou alors trouver des matériaux innovants comme les bioplastiques. Après, il faut aussi savoir considérer quel est l'impact d'un changement d'échelle avec des matériaux innovants qui sont verts et bioplastiques. Mais par exemple, est-ce que tout ce qui est fait avec des fibres alimentaires comme l'amidon de maïs, l'amidon de blé, l'amidon de pommes de terre, pardon, ou avec le blé, voilà. Est-ce qu'une surutilisation massive de ce genre d'éléments, est-ce qu'à une grande échelle, est-ce que ça va rester vertueux? Voilà. Donc oui. la tête problématique là est compliquée. Est-ce que faire l'agriculture intensive, est-ce que remplacer le plastique par l'agriculture intensive, est-ce que ça a du sens? Ensuite, il faut voir, est-ce que les filières vertes sont vraiment vertes? Ensuite, c'est toutes ces questions-là qu'on se pose qui font que déjà c'est appréhender le problème. Donc se sensibiliser à ce problème de transition écologique, c'est déjà d'essayer de se rendre compte de l'ensemble du fourmillement des thématiques. Ensuite, on a nos modes opératoires, c'est-à-dire comment s'améliorer dans nos pratiques. Comment revenir à un système où on va consommer moins, on va consommer au plus juste, hein, c'est-à-dire que c'est le début de l'éco-conception. On a cherché les matériaux plus vertueux. Ok. Ensuite, il faut que dans les décors qu'on éco-conçoit, il faut qu'on soit au plus juste avec les matériaux, de façon à ne pas gaspiller et à ne pas penser que c'est inépuisable et qu'il y en a jusqu'à la fin des temps. Et ensuite, il faut, dans l'éco-conception, imaginer comment ça va être démonté, c'est-à-dire comment ça va être déconstruit. Parce qu'en fait, nous, notre problème ou nos solutions, elles vont être industrielles, c'est-à-dire qu'on représente à une échelle de temps très courte les mêmes problèmes que les problèmes de l'industrie. Sauf que chez nous, enfin, dans notre branche du spectacle, on va le voir de manière plus criante parce qu'on va très vite construire, on va très vite l'utiliser, c'est-à-dire tourner ou l'utiliser pour un événementiel ou une pièce de théâtre, et après on va très vite le démolir. Et donc c'est à ce moment-là que si on le démolit, ça va à la benne, et si c'est mis en déchets, enfouis ou incinéré, tout d'un coup, on est dans une économie linéaire, et là on a tout faux. Donc c'est pour ça qu'on peut parler en ce moment, on entend parler de gaspillage dans le monde du cinéma. Le monde du cinéma se mettrait à chasser le gaspillage, etc. Oui, c'est parce que c'est extrêmement visible. Mais en fait, c'est les mêmes problèmes que l'industrie du bâtiment et compagnie, sauf que là, ça se voit plus. D'où l'intérêt, parce que nous, comme on le voit, on peut réagir et on peut effectivement demander à nos collaborateurs, à nos équipes, de réellement essayer de changer l'état d'esprit
de changer le point de vue, sans doute d'aller chercher des modes constructifs innovants, ou alors de remettre au goût du jour des anciens modes constructifs qui étaient plus sobres en matériaux, et donc de réfléchir aussi sur certains modèles économiques. Peut-être que l'éco-responsabilité va être une ligne supplémentaire dans les budgets et va demander qu'on prenne un peu plus de temps sur les phases éco-conception et sur les phases de démontage. En tout cas, on a aussi besoin de réponses industrielles. On a besoin de réponses industrielles, donc je l'ai dit, sur les matériaux innovants, sur un travail sur les matériaux existants à rendre plus verts, et également sur les filières traitement des déchets et traitement des eaux polluées. Évidemment, il existe déjà des filières, évidemment, il y a déjà des réflexions, il y a des réglementations, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut sans doute aller travailler plus finement sur la manière dont on va séparer les matériaux et les réemployer. Et enfin, je dirais que pour essayer de freiner le train qui ne va pas dans le bon sens et l'aider à repartir dans l'autre sens, il faut aussi que il y ait un élan qui vienne non seulement de nous, c'est-à-dire effectivement nous les prescripteurs, les utilisateurs, les travailleurs, les transformateurs, les fabricants, mais il faut également que ça vienne, l'exemple vienne d'en haut. Donc il va sans doute venir des donneurs d'ordre parce que les grands groupes comme Canal+ ou LVMH, ils vont demander aux productions qui font leurs films ou qui font leurs spectacles, ils vont sans doute leur demander leur empreinte carbone, leur bilan écologique. Et donc à ce moment-là, les productions devront le fournir. Et finalement, elles vont se retrouver prises entre d'en bas, nous, les transformateurs, les créateurs, et d'en haut, on va dire, les donneurs d'ordre et le financement. Il va sans doute falloir que les producteurs affichent leur volonté d'éco-responsabilité et d'éco-production. Ouais, il y a une vraie remise à plat du système, de ses pratiques, une vraie remise en question de chacun en fait à faire. Et c'est aussi l'occasion, je pense, de revoir des pratiques qu'on ne voyait peut-être pas forcément. C'est dans ce sens-là où ça peut être positif, de nos méthodes de travail, nos matériaux, nos fournisseurs. Oui, c'est-à-dire qu'il faut l'envisager évidemment toujours d'une manière créative et c'est pas parce qu'on est dans l'éco-conception que ça va devenir triste et non créatif. C'est-à-dire qu'il faut que ça soutienne évidemment l'effervescence de la créativité qui est une composante du cinéma. Le cinéma a toujours été un lieu d'expérimentation. C'est un lieu d'étude de la société, de la condition sociale, de l'humain. Donc nous on travaille plutôt sur le visuel, sur le graphique, mais évidemment je pense que c'est pas parce qu'on est sur une thématique qui nous demande d'être sobre qu'on va être moins créatif. C'est juste qu'on va modifier nos curseurs et notre point de vue. Donc ça c'est très très clair. Ensuite, la difficulté, c'est qu'à la fois on se rend compte que la thématique est complexe et en même temps il y a une urgence. Donc et on a des paradoxes. On est des enfants du plastique. On est né avec la voiture. Quand j'étais jeune, la voiture, c'était un instrument de liberté. Maintenant, il faut reconsidérer ça différemment. Et il faut aussi arriver à distinguer le vrai du faux, le vert du pas vert. C'est-à-dire que, évidemment, il y a un business derrière l'écologie, derrière le green. Et après, il faut aussi accepter de choisir des solutions moins pires, parce qu'on ne peut pas trouver des solutions meilleures partout. Donc, par exemple, on attend aussi une réponse industrielle pour tout ce qui est les transports. Parce qu'à l'échelle mondiale, les transports, c'est le diesel, c'est le gasoil. Là, il faut que dans notre branche, il faut que les prestataires qui louent les camions et les voitures, il faut qu'ils nous proposent des véhicules qui fonctionnent au gaz. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui va être sans doute une étape de transition, parce que le gaz, c'est pas le meilleur. C'est mieux que l'électricité, a priori, mais ça appelle des découvertes et de l'innovation bien meilleures que ça. Mais pour l'instant, pragmatiquement, c'est une solution meilleure, donc pas moins pire, donc il faut y aller. Ok. Bon merci beaucoup Michel. Par contre on n'a pas parlé du stand. Bon. Comment? On n'a pas parlé du stand. On peut parler du stand si tu veux parler du stand un petit peu. Ouais, parlons du stand. Vas-y, je t'en prie. Donc je dis quelques mots sur le stand tel qu'on l'a conçu. Alors en fait il y a une partie qui est didactique, c'est de l'information, c'est de la sensibilisation. Il y a des parties où on montre notre savoir-faire, c'est pour ça aussi que il y a un bel élément en staff. Il y a un papier peint par exemple qui est fait avec à la main, si tu veux, hein. Donc on peut se promener. On peut se balader un petit peu. Donc là on a une machine qui est un petit clin d'œil et un petit gag. C'est la machine à verdir les décors. Alors en fait, comment ça fonctionne? Je ne sais pas si l'opérateur est là. Fabien? Pardon. Fabien?
Tu peux me faire la démo? Alors, tu peux faire la démo, mais tu l'as fait en accéléré, en rapide, pas trop lent. Alors, cette machine n'est pas une machine comme les autres. Cette machine... Attends, recommence à zéro. Alors, Raconte sobre. sobre. Alors, le greenwasher est une machine qui n'est pas une machine comme les autres. Elle est capable de recycler les décors. Alors, vous avez un décor dark, il va ressortir lavé et de couleurs égales au stand. Donc, je mets en route la machine. Approchez-vous pour le son, peut-être. Je lance la machine. J'introduis la maquette dans le décor. La phase de l'image commence, évidemment. C'est magique. Procédé. Ah ouais, c'est beau. Merci beaucoup pour la petite démonstration. Est-ce que tu as encore montre-nous des belles choses encore? Donc cette petite machine, en fait, elle est là pour expliquer, c'est un petit clin d'œil, c'est un petit gag, elle est là pour expliquer qu'en fait, non, il n'y a pas de baguette magique. On rend pas un décor vert comme ça d'un coup avec la machine à laver les décors, en fait, c'est beaucoup plus complexe, quoi. Alors là, dans cette partie-là, on montre des éléments réalisés et finalisés avec des bons produits, c'est-à-dire là il y a donc des produits donc, avec les bons enduits, des enduits verts, des peintures vertes qu'on a testées, avec le staff qui est fait avec un plâtre dans lequel il n'y a pas d'additifs pétrosourcés. Et on veut aussi montrer on va dire, le savoir-faire et l'excellence dans nos professions. Voilà, ça c'est un point qui est important. Voilà, là on a la charte éco-déco, donc on a défini On reviendra demain pour des les textes photos, de toute synthétiques pour que les gens, voilà, aient des repères simples, des axes simples de façon. On viendra réflexion. voir William demain pour EcoDéco. Voilà, ah ok. Après on fait un petit passage dans la peinture et je pense que... Alors là il y a un truc très intéressant. Voilà. Donc là on est sur le front de l'innovation, c'est-à-dire que à la fois on a d'un côté un produit qui pourrait être une alternative au polystyrène à condition qu'il soit développé ensuite industriellement pour nous. Donc là ça c'est un produit qui est fait à base de champignons, c'est-à-dire qu'on va mélanger des fibres de chanvre avec un champignon qui s'appelle le mycélium. Et donc on va dire que le mycélium va faire le liant, va remplir un moule, ensuite il va être chauffé. Il y a à peu près 3 jours de développement et 2 jours de cuisson. Et on obtient un produit qui peut être une alternative au polystyrène, qui est donc entièrement biosourcé, qui n'est pas fait avec du pétrole, qui n'est pas toxique, et dont les déchets ne sont pas toxiques parce que c'est compostable. Donc voilà, ça résiste à l'eau, c'est un retardant de feu. Donc là, il y a des exemples d'applications et on pourrait tout à fait imaginer qu'on puisse travailler avec ça pour remplacer une bonne partie de ce qui est fait en polystyrène. Parce que le polystyrène, c'est quand même un produit qui est un peu, pour nous, un produit à éliminer. Même s'il est recyclable, récemment maintenant, on recycle le polystyrène qui est propre, ça reste quand même un produit d'origine de matière fossile, c'est-à-dire le pétrole. Alors là, on a de l'innovation, c'est-à-dire qu'on a une imprimante 3D qui est en train de nous construire, je crois, le schéma d'une petite centrale nucléaire, mais qui travaille avec des filaments de plastique bio, c'est un mélange de chanvre et d'amidon de maïs, le PLA, qui est un plastique bio. Et là, vous avez différents objets, enfin, c'est un couteau qui a été fabriqué avec un filament qui est un mélange de bois, un genre de chêne, avec pareil, un plastique biosourcé. Donc finalement, ça prouve qu'on peut être très innovant, qu'on peut être très en pointe, avec des matériaux qui sont compostables et bio. Donc là, on a un travail typique de staff. Donc ça, c'est le travail à l'ancienne. Et alors pourquoi il est vertueux? Donc ça au départ, c'est une empreinte faite dans une carrière. Donc il y a un moule qui est fait. Et ensuite, le staffeur
va remplir le moule de plâtre d'une toile de jute pour l'armée ou d'une fibre végétale comme par exemple la fibre de lin. Donc ça veut dire qu'on peut éviter les fibres de verre ou alors tous les produits pétrochimiques avec un plâtre de très bonne qualité. Ça c'est un plâtre très dur et donc il faut que pour une partie des pratiques on élimine une partie de ce qu'on fait avec des mousses de polyuréthane, des mousses de plexiglas ou du polystyrène et on peut faire revenir le staff dans une partie de nos décors. Bon là c'est des vidéos qu'on a fait nous, bon je ne sais pas si on peut montrer ça, mais on a pour ce stand on a réalisé plusieurs vidéos qui sont didactiques et informatives sur des points précis qu'on peut améliorer ou qu'il faut développer pour lesquels on a besoin de réponses industrielles. On verra, ouais. Donc là on est devenu producteur en fait tout d'un coup. Donc sur cette partie-là, en fait, on a recréé l'idée d'un atelier de peinture dans lequel on a expérimenté différentes bannières, différentes finitions pour les feuilles décor. Et on pose la question aussi de revenir à un système qui était vertueux, qui était d'utiliser des feuilles décor, c'est-à-dire des panneaux, des châssis à des dimensions standardisées, qui étaient stockés et qui étaient disponibles et avec lesquels on pouvait imaginer de construire une bonne partie des décors, les parties basiques de décors avec des grandes feuilles, avec des murs plats, etc. Ce qui fait qu'après, il reste finalement assez peu à construire. Il n'y a que juste des parties qui sont plus spécifiques, qui sont sur mesure, qu'on doit construire en utilisant des matériaux neufs. Mais là, ça veut dire que si on a des panneaux comme ça, on peut les réutiliser de film en film. Mais ça veut dire qu'il faut avoir un stock de feuilles. Il faut avoir un lieu pour les stocker, il faut avoir de la main-d'œuvre pour les manipuler et il faut les entretenir. Donc ça, c'était ce qui existait jadis dans les studios. Dans tous les studios, quand on arrivait, le décorateur savait qu'il avait à disposition un ensemble de panneaux et comme un jeu de construction, on pouvait les intégrer au plan de construction des décors. Dans les années 80, on a dit, bon, il ne faut pas stocker, il faut être à flux tendu, la main-d'œuvre coûte cher, donc on supprime la main-d'œuvre. On supprime les stocks et finalement on consomme. Ça veut dire que tout le monde s'enrichit dans la filière, c'est-à-dire qu'on bûcheronne le bois, on fait des planches, on les transporte, ça va chez le fabricant, c'est transformé, ça va chez même des fois plusieurs fabricants parce qu'on va dérouler le bois à un endroit, on va le plaquer à un autre. Finalement ça arrive chez le fournisseur, nous on va le chercher et à chaque fois, à chaque étape, il y a des marges, donc de l'argent à faire et il y a une empreinte carbone. Donc finalement, ça on peut en éviter une partie en ayant des panneaux de décor disponibles à la location, mais ça veut dire qu'il faut peut-être changer de modèle. Ils seront peut-être plus au sein des studios, mais ils seront plutôt dans des ressourceries ou des recycleries où on ira les chercher. Alors ça demande évidemment de retourner à une pratique un peu ancienne, mais on peut aussi faire évoluer en ayant un peu la même idée de feuille répertoire, mais en ayant une feuille à décor qui est plus moderne. Et on peut répertorier, nous, de notre côté, un ensemble de finitions qui permettent de faire la construction, d'habiller les murs et ensuite, au moment du démontage, de les déconstruire en enlevant la peau et en retrouvant la feuille de base. Donc là, on a expérimenté dans cet atelier, les peintres et les staffeurs, on a utilisé différents matériaux qui sont d'origine végétale. Donc ça, c'est des fibres de lin qu'on peut armer ensuite qu'on peut décorer avec des enduits. Alors ça, c'est une autre fibre de lin qui est thermoformée. C'est encore une autre histoire. Mais là, par exemple, voilà, là j'ai un rouleau de lin, un feutre de lin, qu'on a utilisé comme support pour une matière qui est faite avec de la pâte à papier et qui nous donne comme ça une espèce de peau d'éléphant faïencée et après on peut travailler les différentes matières. Donc dans cet espace, on a testé, on va dire, un certain nombre de peintures dites bio, c'est-à-dire écologiques. On a cherché à se fournir dans le secteur immédiat, de façon à être un circuit court. Et ensuite, on a présenté, voilà, là on a présenté les peintures en question. Et puis, il y a aussi le mode opératoire, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo qui a été faite sur ce chantier et on présente des photos sur ce temps d'investigation et d'expérimentation. C'est un temps qui ne va pas s'arrêter à ce stand du salon, puisque c'est des expérimentations qu'on va faire au long cours. On a déjà des peintres qui travaillent là-dessus depuis plusieurs mois et qui doivent former aussi leurs équipes.
de façon à ce qu'on arrive à gérer correctement les eaux polluées. Donc là, on arrive à gestion des eaux polluées. Alors voilà par exemple une machine qui sert à nettoyer les rouleaux. Et cette machine, elle va fonctionner en circuit fermé, c'est-à-dire qu'on met 50 litres d'eau et elle va servir pour plusieurs cycles de nettoyage des rouleaux. Et ensuite, l'eau, elle ne va pas être jetée dans les eaux usées. Elle va être traitée dans un contenant avec un produit qui s'appelle un flocculant qui lui va précipiter la matière de peinture qui est en suspension dans l'eau. Et on obtient donc un espèce de déchet sec, voilà, de peinture, qui est beaucoup plus facile à recycler que les liquides. Et donc c'est une excellente alternative au rouleau qu'on nettoie au lavabo et qu'on jette ensuite dans la nature ou dans la rivière. Quand on est par exemple à la campagne, en dehors des studios, on a donc un espèce d'atelier de peinture mobile. Et bien il faut avoir une prise électrique et un tuyau d'arrosage. On peut installer un atelier de peinture de campagne avec ce genre de système. Et si l'équipe de peintres est formée pour l'utiliser, on a un outil extrêmement vertueux pour gérer le nettoyage des brosses et des rouleaux, qui est un énorme travail en peinture en fait. Donc il faut arrêter d'aller toutes les 5 minutes nettoyer son pinceau robinet d'eau courante. Il faut en fait utiliser le même seau pour le maintenir dans l'eau toute la journée. Et à la fin de la journée, on va le laver avec un temps de nettoyage. Et ensuite, on va récupérer les eaux et traiter les eaux. Donc là, il y a vraiment une action simple, concrète, quotidienne, qu'on peut promouvoir. Et donc ça, il faut aussi qu'on demande à nos fournisseurs de promouvoir des produits de ce type. Il faut que les marchands de peinture proposent systématiquement des peintures qui ont beaucoup moins de composés organiques volatiles, donc qui sont moins toxiques pour l'homme. Voilà, il faut que nos marchands de bois, alors ça prend un peu le pli maintenant, sachent la traçabilité, qu'on ait une vision de la traçabilité des matériaux pour un peu l'ensemble de nos fournisseurs. Donc on a aussi besoin d'une réponse commerciale, on va dire, sur la promotion des produits, voilà, qui permettent de travailler dans un environnement plus sain. Ok, bah je pense que oui, on en est tous là. On termine par la fresque. Ah, il y a encore un autre côté, une autre façade. Alors. Donc on va prendre un peu de recul, peut-être si tu veux la voir un peu en entier. Ou... Voilà. Donc derrière moi, en fait, une sorte de fresque ou une frise dans laquelle on a voulu expliquer un peu la globalité de la problématique. Donc on part des matières premières avec notamment un schéma assez traumatisant sur ce qui nous reste à vivre, on va dire, au niveau des matières premières. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste pour moi si je suis né en 2010? Que me restera-t-il? Et donc là on va voir, par exemple, voilà, le pétrole, on voit qu'à partir de 2050, le pétrole sera raréfié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de pétrole, mais c'est-à-dire que le pétrole accessible, il n'y en a presque plus. Et qu'après, ça va devenir très très compliqué d'aller chercher du pétrole qui est peu accessible. Idem pour le charbon, idem pour les gaz naturels, l'uranium, la filière nucléaire. Alors vous savez qu'en France, l'énergie nucléaire est considérée comme une énergie verte. Hein. Donc il n'y a pas de déni, pas de tabou. Voilà, donc là vous voyez le zinc en 2030, un peu plus de 2030, le zinc il n'y en a plus. Donc là c'est très très proche. L'antimoine, c'est un alliage, pareil, le plomb. Voilà, donc ça c'est assez frappant. Donc ça c'est un peu nos matières premières. Et donc après, il y a quand ça arrive entre nos mains, c'est-à-dire donc là on le transforme, c'est-à-dire qu'on récupère des matériaux qui viennent de diverses filières, et il se trouve que nous, dans le décor, on va mélanger énormément les matériaux. On va prendre du verre qu'on va mélanger avec des résines, qu'on va ensuite mélanger avec du bois, avec de l'aluminium, et donc on fait des espèces de sandwichs qui sont relativement difficiles, très très difficiles à recycler. Donc là il y a aussi sans doute une réflexion à avoir avec des ingénieurs et sans doute aussi un retour industriel pour trouver dans les filières une manière assez fine pour traiter ce genre de déchets. Parce que sinon ils sont broyés, enfouis, etc. Il y a le pan santé et sécurité au travail, l'éco-conception, et en fait on arrive au bout, au moment où on démonte, et là il faut promouvoir pour l'éco-conception et l'éco-responsabilité, il faut promouvoir le stockage, le réemploi.
Voilà. Et un travail sur la filière des traitements des déchets. Voilà, donc c'est une espèce de grande frise didactique, mais qui nous permet, nous, de voir un peu la globalité, la complexité du problème. Voilà. Ok. Ensuite, il y a quelques petites informations, mais il y en a très peu. Ah. Voilà, donc là, il y a c'est juste un petit panel qui explique la difficulté, le problème des transports. Donc ça, c'est issu d'une présentation qui a été faite par Philippe Gassman, qui est un producteur qui travaille vraiment sur l'éco-production en Allemagne et qui nous a prêté ces images. Et donc là, on voit qu'il nous propose et il nous explique que pour l'instant, le mieux, c'est quand même de passer au gaz, au biogaz, en attendant qu'on arrive à faire des voitures électriques qui soient vertes. Parce que pour l'instant, la voiture électrique, elle est soit nucléaire, soit elle marche au charbon, et on a un problème avec les piles. Ouais, le stockage. Et on termine avec un produit dans la famille des produits innovants. Voilà, donc ça, c'est un système qui nous est proposé par une société belge qui nous propose des systèmes de montage de panneaux de décor avec des petits modules qui permettent de répondre à des demandes spécifiques qui peuvent être très intéressants pour nous. Par exemple, si on va dans des endroits difficiles d'accès, où on ne peut pas aller avec des grands panneaux, mettons en décor naturel par exemple, on va pouvoir reconstruire avec ça toute une partie des panneaux et ensuite on va les habiller. Ça peut aussi évidemment avoir son intérêt dans l'événementiel, ou voilà, il y a plusieurs champs d'application. Et alors ça peut être fabriqué soit avec du bois neuf, mais ça peut être également fabriqué avec du bois de réemploi, du bois reconstitué. Donc ça peut être doublement vertueux. Ok. Bah écoute, merci pour ce tour. On termine par le ciné-club. C'est pas fini. Ah non, il y a le Voilà, le petit bar, évidemment. Et on termine toujours au bar. Voilà, donc là, on présente un an et demi de ciné-club de l'ADC. Ça fait partie de notre activité associative et de la vie de l'association. Donc une fois par mois, on propose un film un dimanche dans l'après-midi. Le film vient avec son décorateur. Le décorateur explique sa collaboration en présence du réalisateur ou du chef opérateur ou de quelqu'un de l'équipe. Et ça permet de revoir des films et ça permet d'aller finement des fois voir la spécificité de chaque film. Puisque c'est ça, la passion du cinéma, c'est aussi cet angle-là. Il n'y a jamais de routine, il y a toujours de l'expérimentation. Et il y a toujours un challenge, un enjeu et une espèce d'urgence. Voilà, vive le cinéma. Petit passage, c'est mon premier long métrage. Marie-Antoinette, avec Anne Sebel à la déco. Voilà. Et donc enfin le bar. Et enfin, car le décorateur est un homo erectus qui aime bien la vie. Et donc, généralement, quand il y a un décor, notamment en studio, il y a toujours un coin qui s'appelle la buvette. C'est là où les décorateurs se retrouvent. Donc voilà, le bar qui s'appelle le banc d'essai ici. Non mais oui, je pense que... Maison fondée en 2020. Ah. Je pense qu'on a, on a bien compris qu'il y avait la passion, il y avait en même temps, on se pose des questions de sens sur notre travail, sur nos pratiques. Et évidemment beaucoup de travail aussi derrière. Je pense. Mais c'est le temps des associations, c'est ça. Moi je pense qu'il y a deux lieux qui sont des moments ou des lieux où on réfléchit à notre métier, on prend un peu de recul. C'est d'une part quand on intervient en formation dans les écoles, ce qui est évidemment très important puisqu'on parle de notre métier mais on est aussi face à notre métier. Donc c'est aussi moi je participe à beaucoup de masterclass ou de tables rondes. J'interviens dans différentes écoles et je trouve que c'est très important de le faire. Et d'autre part, on reçoit pratiquement sur chaque projet un ou plusieurs stagiaires conventionnés parce que c'est très très important qu'il y ait dans les cursus d'études de nos filières, qui sont quand même assez nombreuses maintenant, c'est très important qu'il y ait des stages pratiques et que les futurs décorateurs ou les futures décoratrices soient vraiment en immersion dans le travail, quoi. Donc évidemment, il y a aussi le moment associatif où on peut, entre collègues, échanger sur les domaines, sur ce qui va pas, sur ce qui peut être des mauvaises pratiques. D'ailleurs, au tout départ, on avait monté finalement l'ADC parce qu'il y avait eu un certain nombre de problèmes avec de mauvaises pratiques avec des productions. Donc on avait senti que c'était important de ne pas être isolé
et que c'était bien qu'on soit regroupés et qu'on puisse être une réponse collective. Et voilà, donc ce travail associatif, il a pris de l'ampleur avec l'émergence des associations des autres branches qui font qu'au sein de l'interassociation, on peut partager d'autres domaines et on peut être soutenu. Par exemple, quand il a fallu défendre les studios de Brie-sur-Marne, c'est un combat qui a commencé en 2014, on était en pointe avec le MAD et ADC, mais on a vraiment été soutenu par toutes les associations professionnelles de la branche. Et après, on a pu faire un battage médiatique et un travail sur les réseaux. Mais on a vraiment été soutenu et donc c'est très important et ça montre l'intérêt de la vie associative. C'est-à-dire que même si on n'est pas forcément compatible dans nos métiers, dans notre vie, même si on a chacun notre manière de travailler, c'est très important qu'on soit capable de partager des moments de réflexion sur notre métier. Bah écoute, sur ces bons mots, on va te laisser. Merci pour ce beau moment de partage justement, nous avoir fait découvrir, je pense, un peu toutes les facettes du métier de décorateur et puis toutes ces belles initiatives aussi. Dont on reviendra dessus demain, on repassera pour EcoDéco, on parlera avec William pour encore approfondir la chose. Merci Michel. Bien.